Salut tout le monde, bienvenue dans le monde des enchères Pokémon où des collectionneurs dépensent des sommes folles pour acheter des cartes rares, des boosters, des coffrets, des items vintage. Et on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Vous n'êtes pas prêts, donc je vous invite évidemment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre le sens de la vidéo sans sortir évidemment mes propos de leur contexte. Alors derrière cet univers de passion et de compétition, bien entendu, il se cache une nouvelle catégorie de joueurs. Il y a les fous riches. Alors comment on repère les fous riches? Ce sont des participants, tu les vois pas venir, mais en fait, à un moment donné, tu les remarques parce que ils dépensent des sommes folles sur les plateformes d'enchères telles que Vogt ou Whatnot, et cela seulement pour revendre très rapidement leurs achats en un clin d'œil. Alors aujourd'hui, on explore cette étrange stratégie et ce qu'elle révèle sur l'économie de la collection Pokémon. Alors vous aurez remarqué depuis quelques années les amis, évidemment vous avez connu Vogt, vous connaissez aussi Whatnot, il y a d'autres plateformes d'enchères aussi, où il y a eu un espèce d'essor fulgurant sur le système d'enchères. Alors on connaissait évidemment eBay ou aussi Katawiki, mais là c'est encore autre chose parce que vous êtes sur des plateformes où les enchères sont à la seconde. Et on va pas se mentir, ces dernières années, ce système d'enchères Pokémon, c'est devenu un vrai phénomène. Les plateformes comme Vogt ou Whatnot, c'est vrai qu'ils offrent une expérience vraiment immersive, où les cartes s'arrachent de manière frénétique en quelques clics. On peut acheter très facilement du Dracofeu holographique première édition, du Rayquaza ex je sais pas quoi, du alternatif, et ça que en quelques clics. Pareil pour les boosters vintage scellés, des items scellés vintage qu'on connaît, certains gros vendeurs sont là, ils dénichent des items très sympas, même moi j'en ai déjà acheté. Il suffit seulement de quelques clics pour monter les tarots très très vite, parce qu'en vrai il y a une espèce de bataille aussi de qui aura la plus grosse, tellement que des fois certains boosters, c'est les vintage et tout, peuvent atteindre des centaines d'euros voire des milliers d'euros. Il y a même il y a eu des ventes records à plus de 10 000 euros, et là par contre bon, c'est encore un autre game, mais quand même il se passe des choses sur les plateformes et on va parler de ça dans cette vidéo, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre tout ce que je vais vous dire. Alors évidemment durant ces enchères les amis, de temps en temps il arrive de tomber sur des personnages, des fois qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on peut connaître, mais il y a certains aussi qu'on connaît que très peu, et il se trouve qu'il y a des gens qui veulent bien jouer sur l'image, et bien souvent on se retrouve face à des fous riches, mais qui veulent jouer sur l'apparence, sur leurs intentions, qui recherchent un peu de visibilité. Du coup ces gens-là, ils enchérissent comme des fous, sur tout et n'importe quoi, alors surtout sur les items vintage, je peux parler de boosters AGSS, des displays, je sais pas, XY ou autres, hein. Ce sont vraiment que des exemples. Tout ça pour donner l'impression qu'ils ont des moyens illimités. Franchement, c'est pas souvent le cas. Ils veulent paraître très riches, mais c'est pas si sûr. Alors, leur stratégie, c'est quoi? Les faux riches, ils aiment bien acheter de manière frénétique, ils participent à beaucoup d'enchères, ils achètent de tout, ils ont l'impression que leur objectif, il est quand même assez précis, c'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'acheter le maximum d'items, quitte même parfois à surpayer. Mais attention, leur plan ne s'arrête pas là, parce qu'ils achètent beaucoup, mais en fait, leur plan c'est quoi? C'est, comment dire, de revendre derrière immédiatement leur acquisition. Alors ça peut être sur d'autres plateformes, ça peut être je sais pas, sur Vinted, ça peut être sur eBay, ou même de temps en temps aussi à des collectionneurs privés. Alors la première stratégie d'acheter en masse des items vintage, ou pas forcément trop vintage, un peu semi-vintage quoi par exemple, ça peut être du épée et bouclier. Leur objectif c'est d'acheter un maximum de lots, en ayant de temps en temps aussi, bon même si de temps en temps ils peuvent surpayer, de temps en temps ils essaient aussi de tirer un bénéfice, ça peut être des 100 euros, ils peuvent essayer de le revendre je sais pas 110, 120, peut-être un peu plus 130, 140 euros en fonction de l'item, et aussi pour capitaliser sur l'attrait d'un produit immédiatement disponible. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi cette stratégie est risquée. Alors à première vue comme ça, leur stratégie semble astucieuse, acheter, revendre, encaisser le profit, mais en réalité, ces faux riches prennent des risques énormes, et voici pourquoi. Déjà, il faut savoir, c'est que en tant que vendeur, que ce soit sur Vogt ou sur Whatnot, vous avez des frais. Vous avez des frais de la plateforme. Après, vous avez même un deuxième frais pour chaque achat qui vous est retenu pour les frais de transaction sur les plateformes. Sans oublier qu'après, vous avez aussi les frais pro, les taxes pro, les impôts, les machins. Donc, ce qui fait que, de temps en temps, leur stratégie qui peut paraître un peu astucieuse, au final, ne l'est pas. Sans oublier aussi les frais d'emballage, de livraison. Alors, les livraisons, c'est payé par le client, mais parfois, en fonction de ce qui est acheté, ça arrive de temps en temps que l'acheteur paye un peu plus l'envoi pour assurer, pour l'assurance. T'entends, il y a des gens, des vendeurs qui mettent pas l'assurance en plus, comme un achat pour proposer à leurs clients d'assurer leur colis. Mais
quand le montant de leur achat total dépasse un certain montant, il est quand même bien d'assurer. Certains prennent quand même le soin de l'assurer et du fait, il y a une marge qui est beaucoup plus moindre, qui est moins importante. Donc au final, il y en a beaucoup de transactions comme ça, des gens qui achètent pour revendre, se retrouvent à ne pas être finalement si rentable que ça, on va appeler ça c'est faux riches, hein, parce qu'ils achètent, je parle de ceux qui achètent énormément, je ne parle pas de celui qui achète un item de temps en temps, c'est pas du tout ça, je parle de ceux qui achètent de manière frénétique, avec la fièvre acheteuse, pour un sujet bien précis dont on va parler juste après, mais pour le coup, bien souvent, ils sont pas rentables, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Alors, la vraie question, c'est quoi ? Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez les faux riches, vous avez aussi ceux qui ont une stratégie de visibilité. Et ça, c'est encore autre chose, les amis. Alors pourquoi, vous me direz, ces personnes-là achètent pour revendre sans faire trop de profit? Eh bien certains, pour eux, c'est pas forcément une question de profit. Ils participent vraiment activement aux enchères, même en dépensant vraiment plus que de raison. Hein. Et peut-être, c'est pas impossible, pour gagner en visibilité. C'est une stratégie en fait. Une stratégie pour gagner en visibilité vis-à-vis de la communauté. En effet, plus vous enchérissez, hein, plus vous faites remarquer au niveau de la communauté, sur les plateformes. Certains même d'entre eux utilisent un peu un comportement un peu trop extravagant, assez esclaffé, plus qu'il ne faudrait, hein, parfois. Mais tout ça pour se construire une image de collectionneur influent ou encore, évidemment, pour attirer des followers sur leur propre chaîne, même sur leur canal de vente. Et ça, c'est une stratégie. De fait, comme ça, ils essaient de mettre en place un système peut-être gagnant, peut-être un vrai business, hein, tout simplement, pour jouer un peu sur leur réputation, attirer de nouveaux clients et vendre des produits premium et attirer des acheteurs fidèles sur leur propre boutique, par exemple. Ça peut être attirer des gens sur leur compte Instagram ou autre canal, autre réseau, mais au final, il peut quand même y avoir quelques conséquences à vouloir trop jouer le richou qu'on ne n'est pas. Et il y a notamment des conséquences, il peut y avoir des conséquences carrément pour le marché Pokémon. À force de surenchérir sur certains items, payant soit des cartes, soit des boosters plus chers qu'ils ne coûtent, ces faux riches, hein, clairement, contribuent à faire gonfler artificiellement les prix. Donc on parle un petit peu de manipulation de marché sur certaines choses quand même. Entre vendeurs, il peut se passer des choses comme ça. Il y a certains vendeurs qui achètent chez d'autres vendeurs. Il y en a même qui viennent aussi sur des enchères pour faire monter les enchères, mais ils finissent pas par acheter, mais c'est juste pour faire monter les enchères. Donc ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire qu'eux ne sont pas là, ils achètent même pas. Donc ça, c'est pas des faux riches, puisque au final, ils n'achètent pas. Mais après, vous avez effectivement des personnes qui achètent au prix plus fort, au point de surpayer. Et malheureusement, ça nuit un peu aux collectionneurs, aux collectionneurs authentiques. Ceux qui veulent compléter leur collection, normalement, se retrouvent parfois à pas pouvoir acheter tel item, normalement qui coûte, je sais pas, 150 €. Et les faux riches qui veulent faire un peu les barbeaux, hein, c'est souvent, voilà, c'est à celui qui aura la plus grosse, il l'achète, je sais pas, à 250 €. Et ça, on le voit très régulièrement, et même parfois à certaines périodes où, sur certains lives, où il y a des plus gros items vendus plus cher qu'un item identique qu'on peut trouver, par exemple sur eBay, où il peut y avoir une différence de 100 €, 150 €, si on parle de display par exemple. Et là, pour le coup, ça nuit au marché Pokémon. De fait, ce phénomène de surenchère, de faux riches, rend la collection Pokémon vraiment moins accessible aux gens. Ça transforme un hobby de base communautaire à une véritable compétition économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des faux riches dans Pokémon? Alors, les faux riches des enchères Pokémon, sont vraiment un symptôme plutôt négatif sur un marché en ébullition, où la passion et l'appât du gain vraiment se mêlent. Alors évidemment, leur stratégie est fragile, évidemment, puisqu'ils ne gagnent pas toujours. Bien souvent, ils ne gagnent pas. J'ai vu moi-même des gens que certains connaissent acheter sur des lives par milliers et milliers d'euros pour faire un peu le barbeau et revendre la semaine suivante, limite au même prix, voire moins cher qu'ils n'ont payé les items, soit pour les mettre sur leur propre boutique ou pour revendre sur leur propre live, alors en espérant gagner en visibilité. Et c'est ça un peu le souci. Et donc ça leur coûte de l'argent pour le coup. Au final, hein, l'impact des faux riches, en fait, c'est carrément nuisible à la communauté Pokémon et à ceux qui veulent vraiment acheter un item au bon prix. C'est quand même aussi préférable de payer un prix au bon prix que de le surpayer. Alors que vous soyez un acheteur occasionnel ou un collectionneur passionné, rappelez-vous, la meilleure façon d'investir dans Pokémon, c'est avec la tête. Et c'est pas avec des gestes spectaculaires et envoyer de la moula à tout va. Non.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le sujet aussi vous fera réagir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà assisté à ce genre d'enchères, où vous voyez des gens surpayer, surenchérir, tout ça pour gagner un peu en visibilité et jouer les fous riches, jouer les manias du Pokémon game. Dites-moi ça dans les commentaires. On s'abonne, on like, on commente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.